Bonjour Benoît, Bonjour. merci de m'accueillir dans ton bureau. Et pour commencer, j'aimerais que tu m'expliques où est-ce que nous sommes. Alors ici, nous sommes à l'Université de Rouen, à la Faculté des sciences et techniques, et plus précisément dans le laboratoire morphodynamique continentale et côtière, auquel j'appartiens. D'accord. Je suis professeur. Professeur. Oui. Et tu es également membre du GIEC, ce groupement international des experts pour le climat. Ça veut dire quoi être membre de ce groupement? Alors, membre du GIEC, c'est-à-dire participer aux travaux sur l'évolution du climat. Et moi, en l'occurrence, j'étais évaluateur, donc expert évaluateur. J'ai relu le rapport du GIEC et donné mon avis sur ce rapport. D'accord, très bien. Alors, pour justement être membre de ce groupement et être ici professeur, quel est ton cursus justement universitaire en quelques mots? J'essaie de faire en quelques mots parce que ça va être long. En réalité, pour être enseignant-chercheur à l'université, il faut avoir une thèse. Donc après, c'est-à-dire il faut avoir, après le master, Bac+5, il faut passer une thèse sur un sujet donné pendant 3 années. Et ensuite, on n'a pas le poste comme ça, il faut passer un concours, un concours national. Et ça, c'est pour être maître de conférence. Et ensuite, pour être professeur d'université, il faut passer une deuxième thèse qui s'appelle l'habilitation à diriger les recherches et passer à nouveau un concours sur des postes à l'échelle nationale. D'accord, très bien. Et tu es normand d'origine ou c'est justement ces concours, ces parcours qui t'ont amené là? Oui, maintenant j'ai eu la chance de les... Je suis normand, mais... l'ex-Basse-Normandie, je suis donc nous sommes normand maintenant, voilà, exactement. Et ta thèse, elle était sur quel sujet? La première des deux? La première des deux n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'était une thèse, on dit en sédimentologie, sur des processus d'altération, vraiment rien à voir avec le climat. D'accord, très bien. Même si le climat influence sur l'altération. Oui, j'imagine. Et puis en plus, j'ai enregistré un épisode qui sera publié dans quelques temps sur la question des sols. Donc, oui, c'est très proche des sols. Exactement. Il y a des connexions sans doute à faire. Alors, quand on est membre du GIEC, donc forcément, on est dans une réflexion prospective. Donc ça tombe plutôt bien. Le thème que tu as choisi, c'est celui du changement climatique. Donc un sujet immense, oui, très large, oui. Très large, hyper transversal. Et donc on va essayer pendant cette conversation de se projeter en 2050, mais en plus à l'échelle de la métropole Rouen-Normandie. Donc quand on pense au changement climatique, qui est une problématique globale, planétaire, comment toi, quand tu penses à 2050, tu arrives à te projeter à l'échelle d'un territoire, d'une métropole moyenne, ici? Disons que, effectivement, quand on regarde le rapport du GIEC, ça peut être un peu difficile, mais il y a eu des travaux qui ont été réalisés à l'échelle régionale, donc c'est un peu plus facile de se projeter quand on a ces travaux-là. Il y a un certain nombre de travaux que j'ai coordonnés, notamment sur l'estuaire de Seine, et puis il y a des travaux qui ont été réalisés par Météo France ou des bureaux d'études pour l'ADREAL. Donc l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement? Je crois que c'est ça. Plus. Oui, ça doit être Direction régionale de l'environnement. Voilà, c'est ça. Je ne saurais pas dire non plus. Il y a tellement d'acronymes qu'on s'y perd un peu. Et je ne les connais pas tous par cœur. Et donc, on a des scénarios. On a des scénarios à l'horizon 2050 à 2100 à l'échelle de la Normandie. Donc, la métropole étant à l'intérieur de ce territoire-là, et à l'intérieur, en plus de l'échelle de la Normandie, il y a peu de variations finalement sur les scénarios. Donc, on peut arriver quand même relativement bien se projeter sur un certain nombre de paramètres comme la température, les pluies, les sécheresses. Voilà. Alors, à l'heure où on enregistre, là, on est fin janvier, il pleut comme pas possible depuis des jours et des jours. J'ai calculé, ça doit faire quasiment presque 4 semaines qu'il pleut. C'est vrai? Oui, et j'ai vu qu'au mois de janvier, il y a eu, je sais pas, 2h30 d'ensoleillement à Rouen, enfin bref. Donc là, on parle de météo, et le climat, c'est totalement autre chose, mais tu disais, les scénarios permettent de se projeter sur aussi la température, la pluviométrie. Bien sûr. Donc ça sera quoi le territoire normand en 2050? Alors oui, météo, climat, effectivement. Le climat, c'est bien de le rappeler parce qu'il y a souvent confusion, et le climat, on est vraiment sur du plus long terme. Oui. Alors, par exemple, Donald Trump confond la météo et le climat, malheureusement. Il confond beaucoup de choses, je dirais, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Alors sur le territoire,
les projections, quand on est sur la température, on est clairement vers des, comme on a sur tout le territoire français, hein, des hausses de température et des hausses de température qui pourraient être importantes entre plus 2 et plus 5 degrés Celsius. Et puis sur les précipitations, vers une légère diminution des précipitations, donc avec des conséquences ensuite sur les ressources en eau, parce que moi j'interviens plus sur le climat et le lien sur les ressources en eau. Et les travaux qui ont été réalisés sur les projections sur les ressources en eau, c'est par exemple une diminution du débit de la Seine, une diminution de la recharge de la nappe d'eau de la Craie, qui est notre eau potable. Oui. Voilà. Et alors, cette moins de pluie, donc c'est des phénomènes de sécheresse sans doute plus importants. Mais c'est aussi la pluie, parce que quand on parle moins de pluie, on se dit ça va être beaucoup plus sec, mais on peut aussi imaginer des phénomènes pluvieux, peut-être plus resserrés, donc plus intenses. Exactement, c'est tout à fait ça. Là, ce qu'on imagine bien, donc augmentation des températures, diminution des précipitations, effectivement, dans les projections, on va vers davantage de canicules et davantage de sécheresse. Hein. Les scénarios, actuellement, nous, en Normandie, on est soit pas de sécheresse, soit au maximum 10 jours de sécheresse. Et on pourrait aller entre 10 et 30 jours de sécheresse. Hein. Première chose. Et puis... et donc des phénomènes de précipitation oui, et puis voilà, exactement, plus intenses. C'est-à-dire qu'on irait... Alors, sur les événements extrêmes, à part les sécheresses, on y voit un peu plus relativement clair, hein, mais avec toutes les précautions qu'il faut y mettre, c'est des projections. Sur tout ce qui est tempête, pluie orageuse, crue, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que ce n'est pas forcément le nombre qui a augmenté, mais c'est l'intensité. Donc on irait vers des épisodes plus intenses. Et donc des périodes de sécheresse plutôt l'été, sur l'annuel une diminution des précipitations, une augmentation des températures, et puis entrecoupé par des événements extrêmes un peu plus intenses. Ouais. Ouais. Et ces deux phénomènes, sécheresse et pluie plus intense, sur des temps plus resserrés, est-ce que les deux, on peut les coupler en disant, est-ce que je fais trop un raccourci en disant que quand il y a de la sécheresse, la terre absorbe moins bien l'eau qui arrive, et si ce sont des pluies intenses, on a encore plus de phénomènes d'érosion, enfin, le raccourci est trop court. Pas vraiment. Alors, sur la sécheresse, bon, voilà, canicule, sécheresse, effectivement, il y a un impact sur le sol, sur les cultures, mais c'est tout à fait ça. Sur les pluies, quand les pluies sont plus intenses, ça ruisselle plus et ça érode plus. C'est mieux quand on a des pluies comme il y a actuellement, parce que ces pluies-là sont moins intenses, et donc on a une infiltration, une recharge des nappes. Oui, plus important. Et en parlant de température, tu viens de dire des scénarios à plus 2, plus 5 degrés. Si on remonte 2 ans en arrière, lors de la COP21, l'accord de Paris sur le climat, le chiffre qui était donné partout, c'était 1,5 degré. Est-ce que ça, on peut le ranger aux oubliettes, cet objectif-là ? Oui. Parce que déjà, 1,5, hein, quand on regarde les scénarios, avec l'accord, on n'était pas à 1,5. On savait que le contenu des accords ne tenait pas les 1,5. Le contenu des accords ne contenait pas les 1,5, on était plutôt à 2,5. Et franchement, pour atteindre 1,5, c'est quasiment peu réaliste. Hein. Donc déjà 2,5, ce serait pas mal, et on n'en est pas là, puisqu'il y a eu des accords de signés, mais les actes derrière, on attend un peu. Hein. Ben oui, on attend. Alors si on regarde toujours en 2050, on regarde ce territoire normand et le territoire rouennais plus particulièrement, entre plus 2 et plus 5 degrés, on va parler d'abord peut-être des territoires urbains. Qu'est-ce que ça veut dire pour la ville ? Qu'est-ce qui doit changer dans une ville pour s'adapter à ces quelques degrés de plus ? Ces quelques degrés de plus, mais... Alors, sur la ville, par rapport à mes connaissances, hein, parce que bien évidemment, je ne suis pas un spécialiste de l'urbanisation. On viendra à l'eau, justement, après exactement. La question. Mais on a des travaux, on a eu un stage réalisé avec la métropole et avec un collègue plus spécialiste sur les îlots de chaleur, par exemple. Et il est clair qu'on a un certain nombre sur la métropole d'îlots de chaleur. Donc, il va falloir peut-être intervenir sur ces îlots de chaleur, parce qu'on va avoir des fréquences plus importantes de
canicule sur ces îlots de chaleur. Mais dans notre étude, on s'est aperçu qu'il y avait aussi ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Donc ça veut dire qu'il faudrait aussi, par des plantations par exemple, améliorer et agrandir ou avoir plus d'îlots de fraîcheur. Ouais. Et puis ces températures plus élevées, est-ce que ça va avoir aussi un impact sur les pollutions atmosphériques sur les villes? On sait que Rouen notamment là aussi n'étant pas spécialiste, j'aurais peut-être du mal à m'avancer, mais ce qu'on voit effectivement et ce que j'en connais, c'est que ça va de pair. Généralement ça va de pair parce qu'on a des anticyclones, parce que l'air circule difficilement et on peut s'attendre effectivement à une augmentation de la pollution et puis tout ce qui va avec en termes d'asthme, d'allergie, de santé publique. Des personnes. Et regardons rapidement aussi du côté du milieu rural. Tu le disais, un impact sur les cultures. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2017, les agriculteurs, mais aussi, je pense, à l'Office national des forêts, on doit, les chambres d'agriculture, tous ces acteurs-là, comment on repense ce qu'il faut planter en terre aujourd'hui pour préparer peut-être les sols ou les cultures qui seront viables demain? Je sais qu'il y a une réflexion au niveau de la Chambre d'agriculture, au niveau de l'INRA, mais il faudrait renforcer cette réflexion-là pour justement aller vers la meilleure adaptation possible et repenser peut-être les cultures. Et souvent je dis c'est que nous on a la chance quand même d'avoir, comme on dit, d'autres modèles, voire à d'autres endroits dans le monde où on a des températures plus élevées, où on a ces phénomènes-là, comment ils s'adaptent, quelles cultures ils font. Il y a d'autres pays dans le monde qui auront beaucoup plus de mal à s'adapter, notamment la Méditerranée, le Sahel. Exactement, oui, parce qu'on voit ces cartes de prospective qui font monter les cultures. On parle peut-être de faire revenir la vigne, alors je ne sais peut-être pas jusqu'à la Normandie, mais en tout cas, on voit comme ça les tracés qui augmentent. Donc oui, la Méditerranée encore plus sèche. Alors je voudrais qu'on s'attarde plus par contre sur la question de l'eau, justement. Oui, d'accord. De la ressource en eau. Voilà, on est en plein dans ton sujet. Tu parlais de la Seine. La Seine, ici en Normandie et sur ce territoire, elle est extrêmement importante parce que c'est un axe majeur à la fois qui a une importance économique, en termes de biodiversité, etc. Donc la Seine, en 2050, elle deviendra quoi ici? Alors là, en 2050, nous, ce qu'on a vu sur la Seine, c'est qu'on va avoir une diminution des débits. Donc une diminution des débits qui... Voilà, il y a une grande fourchette d'incertitude aussi. On peut aller sur des débits, une diminution faible, sur des diminutions quand même relativement importantes. Donc ça aura des conséquences forcément en termes économiques sur la navigation. Donc une navigation qui ne permettra plus d'accueillir le même type de... Peut-être, voilà. Après c'est... Il faudrait faire davantage d'études scientifiques pour aller un peu plus loin. Donc ma réponse sera peut-être, parce qu'effectivement, si on a une diminution de débit, on peut penser que certains tirants d'eau, de bateaux ne pourraient pas pénétrer, mais ça, à prendre avec beaucoup de précautions. On se pose aussi la question, notamment, du rejet des stations d'épuration. Parce qu'on ne pense pas forcément à ça. Donc c'est un volume qui pourra être géré. Exactement, c'est que le rejet des stations d'épuration est calculé avec un débit donné. Donc si le débit diminue, on ne peut plus rejeter comme on le fait actuellement, où on pollue davantage la Seine. Voilà. D'accord. Et donc en plus, on sait que, on va dire, le phénomène démographique de métropolisation va sans doute continuer à se poursuivre. Tout à fait. Ici aussi, donc il y a une vraie problématique. Il y a vraiment une problématique comme ça autour de l'eau. Et puis bien évidemment sur la ressource aussi en eau potable, puisqu'on voit sur les projections, alors c'était des projections à grande échelle sur tout le bassin de la Seine qui avaient été réalisées, qu'on avait vraiment une recharge qui diminuait de façon importante de l'équivalent de ce qu'on prélève actuellement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, cette ressource en eau potable, il va falloir la préserver et prendre des mesures sur sa préservation, notamment par exemple l'été, ce qui est déjà fait lors des périodes de canicule où on n'a pas besoin. On a des alertes préfectorales. Laver sa voiture, arroser son jardin, et on va aller de plus en plus vers ce type de mesures. Je lisais un article qui disait en 2050 ou dans ces années-là, il faut aussi culturellement, on soit prêt à
à boire une autre eau potable. C'est-à-dire que ça puisse être une eau de mer dessalée ou que ça soit une eau traitée en fait par des stations d'épuration et qui serait réinjectée dans le circuit d'eau potable. Ça se fait dans certains pays d'Afrique. Je crois qu'en Éthiopie, il y a déjà une ça se fait l'eau dessalée au Moyen-Orient, ça se fait sur le bassin méditerranéen, mais c'est une eau particulière au goût, parce que les ions sont importants dans l'eau pour la santé. Donc, quand elle est dessalée et qu'on n'a pas beaucoup d'ions, elle n'est pas forcément non plus boire ce type d'eau. Il ne faut pas boire que ce type d'eau. Ce n'est pas forcément bon pour la santé si on ne boit que ce type d'eau. Mais c'est vrai qu'il va falloir, c'est tout à fait ça, il va falloir quand même changer ses habitudes. Quoi. Voilà. Donc, on parle souvent de mix énergétique. On aura aussi un mix de l'eau entre peut-être différents types d'eau qui nous seront amenés dans les réseaux d'eau. Et la Seine, en termes de biodiversité, est-ce que moins de débit, ça a un impact sur la biodiversité de la biodiversité, c'est pas forcément que le débit. Voilà, il y a bien évidemment pour la faune qui vit dans l'eau de Seine. Il y a la diminution du débit, mais il y a aussi le fait qu'on peut penser, avec l'élévation du niveau de la mer, qu'on a un gradient de salinité qui va aller plus loin dans l'estuaire, qui va aller plus loin dans l'estuaire. Donc ça veut dire aussi que il y a des faunes salines, il y a des faunes d'eau douce. Donc ça veut dire il y a la faune aussi d'entre-deux. Et donc ça veut dire qu'on a forcément, si on a une modification de la zonation de l'estuaire, on a une modification aussi de la répartition de la faune. Et peut-être si on a un déplacement du gradient de salinité au bénéfice de la faune plus à affinité d'eau saline. D'accord. Aussi avec l'élévation, les zones humides. Les zones humides type marais vernier ou autres, réserves de l'estuaire, ça veut dire peut-être davantage d'inondations, voire de submersion, et donc une modification dans cette zone plus vers l'embouchure de l'écosystème. Alors, est-ce que, là encore, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a peu d'études. Est-ce que il y aura un bouleversement, mais est-ce que c'est au détriment de la biodiversité ou pas ? Je ne sais pas. Voilà. Oui, et puis de quelle biodiversité ? Est-ce que la biodiversité, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, ou la biodiversité peut être tout aussi riche ? Parce que c'est-à-dire qu'on aura forcément un déplacement de certaines espèces, mais est-ce que certaines espèces vont prendre le pas sur d'autres, et que la biodiversité va être négative, ou est-ce qu'elle va rester comme elle est, voilà. Donc ça, mais il y a encore il y a finalement peu d'études qui ont été menées régionalement, donc il y a encore beaucoup d'études à mener pour répondre vraiment précisément à ces questions, parce que tu vois, finalement, on est plus sur des hypothèses. Alors justement, le manque d'études, est-ce que aujourd'hui, en 2017, en 2018, est-ce que c'est un manque criant ? Parce que les territoires, on parle de la Normandie en particulier, mais tous les territoires vont avoir des modifications, je pense aux territoires de montagne aussi. Je lisais un article où auront lieu les Jeux Olympiques d'hiver en 2050, parce que la couverture des Jeux sera moins abondante. On va parler tout à l'heure un peu plus aussi du trait de côte. La France est très concernée par les enjeux de trait de côte. Est-ce que pour que les territoires aujourd'hui soient prêts à s'adapter au changement climatique en 2050, on est loin du compte, et c'est qu'aujourd'hui, il faut se bouger et produire ces études précises scientifiques. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on est en retard. Alors, je ne sais pas sur toutes les régions françaises, mais par exemple, sur la nôtre, et c'est vrai qu'il faut... Moi, j'ai eu quelques études dans le cadre du programme Cénaval financé, mais là, maintenant, je travaille quasiment plus sur ces problématiques-là en Méditerranée, et voire aux États-Unis, qu'en Normandie. Donc, il y a un retard à rattraper, parce que les politiques publiques qui vont faire les territoires de 2050, faut pas se leurrer, c'est mon avis, mais c'est aujourd'hui qu'elles doivent se dessiner. Tout à fait. Et puis quand on est sur des projections, tu vois, les projections, on a des projections là sur les températures et les précipitations, mais
quelques projections là, dont j'ai parlé sur les ressources en eau, mais qui sont à grande échelle sur tout le bassin de la Seine. Donc il faut qu'on arrive à faire des choses plus précises si on veut, sur le littoral aussi. Il faut qu'on fasse des choses plus précises si on veut prendre les bonnes décisions en termes à la fois d'atténuation et surtout d'adaptation. Parce que s'adapter à quoi? Lorsqu'il y a eu les premiers plans climat ici, il y avait donc très les peu plans climat, qui sont des documents élaborés par souvent les intercommunalités, les territoires, qui doivent définir comment le territoire se met en mouvement pour, dans un premier temps, on parlait plutôt il y a quelques années de lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, on est plus dans le champ de l'adaptation. L'adaptation, exactement. Les premiers plans climat, il y avait quasiment très peu d'études. Donc, on était déjà à se poser des questions sur lutter, s'adapter, mais à quoi? Quand on n'a pas de données scientifiques précises, c'est difficile de répondre. Donc, on peut faire beaucoup d'hypothèses et avec des études scientifiques, on peut quand même un peu mieux cibler ces hypothèses. Donc, ça veut dire que le monde des politiques publiques doit faire un pas vers le monde de la recherche et réciproquement, parce que peut-être que le monde de la recherche, on est des fois peut-être un peu perçu comme étant enfermés dans nos labos et peut-être pas assez communicants, mais donc c'est pour ça, à mon avis, c'est réciproque. J'ai envie qu'on parle un peu du trait de côte, justement, parce qu'on lit régulièrement dans la presse quotidienne régionale, plutôt à la page des faits divers, un pan de falaise s'écroule ici ou là en Normandie. Est-ce que justement ces phénomènes-là, c'est du fait divers ou au contraire c'est plutôt symptomatique d'un changement qu'on ne sait pas regarder à la hauteur des enjeux qu'il souligne? C'est pas un fait divers, ça c'est clair, c'est pas du fait divers. Alors là aussi je vais pouvoir relativement bien parler parce que sur le domaine dans lequel je travaille, il y a la ressource en eau, l'érosion des sols et le recul du trait de côte. Et là là par contre on a un certain nombre de projets sur le littoral et le recul du trait de côte, les inondations. On a vraiment un certain nombre de projets scientifiques, par contre, financés sur le trait de côte. Parce que dans le cadre du changement climatique, le trait de côte est en première ligne. Parce qu'on appelle le trait de côte un système multi-aléa, multi-risque, parce qu'il y a le recul des falaises, du trait de côte. Il faut savoir que 75% du trait de côte en Europe recule. Et puis on a les problèmes dits de tempêtes, de crues de rivières et de submersion et d'inondation, et puis en plus des problèmes de pollution. Donc vraiment c'est un endroit où en termes de risques et aléas, on a vraiment une convergence. Et dans le cadre du changement climatique, si on rajoute à ce qui se passe actuellement, tous les phénomènes de tempêtes qu'on a eus, une augmentation de l'élévation du niveau des mers, plus des tempêtes plus intenses, on imagine qu'on va aller vers plus de submersion et d'inondation, et plus encore une accélération éventuellement du recul du trait de côte qui fonctionne déjà actuellement. Alors pour l'apprécier, ce recul du trait de côte, quelles sont les tendances actuelles et quelles sont les projections justement à 2050? Alors les tendances actuelles, ça dépend où on se situe, donc les chiffres varient. Donc l'équipe qui travaille beaucoup sur le recul du trait de côte, avec des analyses d'images, de photographies, c'est le laboratoire LETG Géophène à Caen avec lequel on travaille. Et donc eux ont vraiment beaucoup travaillé et on est sur du quelques centimètres par an de recul de mémoire. Il faudrait que je vérifie mes chiffres, donc à prendre avec beaucoup de précautions. Donc on peut penser... alors il n'y a pas de projection sur le recul du trait de côte. Pour l'instant, on a ces chiffres qui ont été calculés, et ce qu'on peut penser, c'est qu'on va, comme j'ai dit, avec l'élévation du niveau des mers, plus de tempêtes, vers vraisemblablement une accélération. Mais donner un chiffre, je suis incapable, et mes collègues aussi, à mon avis, sont incapables de donner un chiffre, parce que là encore, il faut faire de la modélisation et des projections, des études scientifiques sur ces phénomènes. Ce trait de côte, il y a énormément d'habitations en Normandie. J'étais à Lyon-sur-Mer il y a quelques jours, donc c'était marée haute et on voit vraiment les habitations qui sont toutes proches en fait du littoral. Ça pose une vraie question en termes d'aménagement du territoire, et puis aussi toutes ces maisons qui sont souvent des maisons secondaires d'ailleurs.
eh bien, les gens qui sont propriétaires de ces maisons-là, elles vont, d'ici 31 ans, 32 ans, perdre de la valeur puisqu'elles seront en danger. Donc, économiquement parlant, c'est une véritable question dont je ne sais pas si les gens ont suffisamment conscience de... Alors justement, les projets qu'on a, on a 3 projets. On a un projet ANR national sur ces phénomènes-là, Ricochet, un projet régional de financer, un projet Fondation de France. On a 3 projets. Et dans ces projets, on en est à discuter de la délocalisation des populations, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une perte économique, mais délocaliser les populations. Et mes collègues géographes, justement, il y a des échanges avec on a 3 secteurs sur lesquels on travaille, avec les maires et les élus de ces secteurs pour leur faire prendre conscience et qu'ils prennent conscience à leur administrés que à un moment donné, on va aller vers de la délocalisation des populations. Alors c'est vrai que quand on parle de climat, on parle maintenant, et je pense que c'est rentré dans les consciences, les enjeux des réfugiés climatiques. On parle plutôt des habitants d'îles du Pacifique, on parle d'habitants de pays d'Afrique. Alors je ne veux pas parler de réfugiés climatiques à l'échelle de la Normandie, parce que vu ce que vivent ces personnes, ça serait faire un raccourci vraiment indécent. Mais il faut avoir conscience de ça. Ça veut dire que la démographie des territoires, et de la Normandie en particulier, va devoir s'adapter et changer. Donc, tout à fait. La ruralité sera plus la même. Les villes, comment elles vont pouvoir absorber aussi ces nouveaux arrivants, en fait, c'est un véritable bouleversement des territoires. Oui, bien sûr, tout à fait. Et on ne commence qu'actuellement la réflexion. Donc c'est pour ça que la réflexion est engagée, il faut la continuer. À l'échelle de 30 ans, le pas de temps est court, finalement. Surtout qu'en plus, il y a aussi des travaux de l'Adréal qui ont été réalisés où on voit déjà, avec les plus hautes eaux actuelles, 100 mètres l'élévation du niveau des mers, le nombre de bâtiments qui pourraient se retrouver sous l'eau, le nombre de routes. Donc on a des informations. Et c'est assez important, ces chiffres. Et d'ailleurs, je pense à Rouen en particulier, où les quais de Seine sont quand même régulièrement sous l'eau. Alors régulièrement, c'est peut-être un peu fort. Oui, c'est peut-être un peu fort. Heureusement, ils n'y sont pas trop souvent. Là, en ce moment, c'est vrai qu'on est limite. S'il continue à pleuvoir, j'ai regardé... et ça veut dire qu'à l'échelle de 30 ans, alors... À la fois, on a ce débit de la Seine qui devrait diminuer, mais aussi peut-être ces moments de submersion un peu plus réguliers. Donc ça veut dire aussi comment on aménage la ville, parce que l'idée aussi, j'ai l'impression qu'en Normandie et autour des fleuves en général, il y a une démarche de dire retournons-nous à nouveau vers ces fleuves, faisons-en des abords, des espaces de vie. De renaturation. Voilà, j'ai toujours du mal avec ce terme. Mais comment on le fait, effectivement, parce que y a des réflexions, mais si dans les projections, ces territoires-là sont sous l'eau, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Alors, là, sur la métropole, c'est plus compliqué, là encore, parce que les projections qu'on a faites, c'était dans l'embouchure. Donc, dans l'embouchure, c'est plus facile de l'élévation du niveau de la mer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Là, on est plus loin. Et là, pour l'instant, on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle qui fonctionne pour voir si on fait rentrer un certain niveau de mer, jusqu'où il va avoir un effet. Là, je dirais que sur la métropole, c'est plutôt les effets actuels qu'on peut envisager quand on a des pluies importantes, soit des pluies longues, comme ça, avec un cumul de pluie qui peut provoquer des inondations, ou soit les pluies orageuses. Donc là, on peut travailler sur ces phénomènes-là. Le rôle de l'élévation du niveau de la mer, il faut une étude, et là, je ne peux pas m'avancer. Pour l'habitant lambda normand, ou de la métropole rouennaise en particulier, en quoi ce changement climatique va changer son quotidien? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dès maintenant, le rendre palpable pour dire, Rebecca, tu habites en Normandie, dans un petit bourg, en 2050, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Est-ce qu'on peut justement rendre palpable Alors, concrètement, la chose la plus palpable, c'est ce qu'on a discuté un peu au départ, c'est les canicules. Les canicules. Parce que quand on annonce qu'actuellement, on est entre 0 et 10 jours et qu'on va passer à un moment donné entre 10 et 30 jours, et qu'en 2050, la fameuse année 2003 particulièrement chaude pour nous,
deviendra inférieur à la moyenne, je pense que ça marque les esprits parce qu'on a tous vécu 2003 et plus ou moins facilement, notamment les personnes âgées, les jeunes enfants. Morts, hein, ah oui, tout à fait. J'ai plus le chiffre, mais vraiment, j'ai plus le chiffre, mais c'est-à-dire qu'on va... Je pense que c'est ça pour la métropole le plus marquant, c'est qu'on va vers des épisodes de canicule de plus en plus importants, de plus en plus longs et intenses, et avec toutes les conséquences qu'on a vécues en 2003. Ouais. Alors pour conclure cette conversation, on voit bien, on se fait une idée de ce que pourrait être ce territoire en 2050. Il te reste, Benoît, à formuler un vœu. Le vœu, d'accord. Moi, je pense que, je vais le positionner sur le changement climatique aussi. On voit qu'il y a une prise depuis la COP21, il y a une prise de conscience, même si certains ont fait marche arrière avec les Américains, malheureusement. Et je pense que si j'avais un vœu à faire, c'est que les actes maintenant suivent les paroles et qu'il y ait vraiment des prises de décision, notamment pour l'atténuation comme l'adaptation. Voilà. Et peut-être que cette mise en acte en fait, des décisions, il faut l'attendre uniquement des pouvoirs publics au sens large, ou tu penses que la société civile, alors là aussi au sens large, la communauté des chercheurs, les associations, les agriculteurs, enfin, pour justement faire cette bascule? Pour moi, c'est à toute échelle. C'est-à-dire que c'est à l'échelle internationale avec les COP, c'est à l'échelle nationale, c'est à l'échelle régionale de la métropole, à l'échelle du citoyen, que ce soit des associations ou des chercheurs. Il y a des mesures d'atténuation, d'adaptation que chacun peut prendre avec des effets plus ou moins importants, mais ça passe aussi par effectivement une prise de conscience qui est de plus en plus, je pense, les gens prennent de plus en plus partagés, mais c'est les actes, à mon avis, qui suivent pas forcément. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Benoît, pour cette conversation. Merci également. Et puis tout au long de l'année, on va continuer à explorer justement ce regard, ce monde en 2050 à l'échelle de ce territoire métropolitain rouennais. Donc ça va être passionnant. Merci à toi. Merci.